Rendez-vous nature, une présentation du Réseau ZEC, le réseau à découvrir. Visitez leréseauzec.com. Le Réseau ZEC, 63 territoires publics partout au Québec. Chasse, pêche, plein air et camping pour ravir les grands et les petits. C'est le réseau de la liberté en nature avec des chalets, du prêt à camper, des yourtes et des embarcations. Imaginez-vous en train de planter votre tente où vous voulez sur le territoire. Dans le Réseau ZEC, c'est possible. Vivez l'expérience en famille, entre amis et avec votre animal de compagnie dans les ZEC du Québec. Réseau ZEC, le réseau à découvrir. Partout au Québec, vous écoutez l'émission radio consacrée à la chasse, à la pêche et au plein air, Rendez-vous nature. Voici Ernie Wells. Allô tout le monde et bienvenue à notre rendez-vous nature de cette semaine. Nous sommes déjà rendus à la mi-mars et la météo prévoit un réchauffement des températures. C'est pas trop tôt, on va se le dire, surtout dans l'Est du Québec. On y a goûté solide les 8 et 9 mars dernier. C'est Ernie Wells qui vous parle, mais on est parti quand même du bon bord parce que bientôt, ce sera les visites à la cabane à sucre. Et la fonte de toutes ces neiges le jour et le gel la nuit, je pense que les érables devraient couler à flot. Et j'en profite aussi pour souhaiter aux délégués des 63 ZEC de la province un excellent congrès qui se tient ce week-end à l'hôtel Delta Mont-Sainte-Anne, c'est dans la région de Québec. Et le thème, c'est le développement tout naturellement. J'espère qu'il va y avoir sûrement des messages qui vont se passer. J'espère que le ministre Benoît Charette va être sur place. Je pense qu'il n'était pas l'an dernier. S'il l'est pas, là, il perd une belle occasion de rencontrer les gestionnaires des 63 ZEC. Tous des volontaires, comme on dit, des gens bénévoles qui gèrent, je pense, 44 000 km² de territoire. Alors donc, au ministre, soyez-y. Puis il y a peut-être des messages qui vont se passer sur le cheptel orignal, sur aussi la qualité de la chasse du chevreuil, où on réclame depuis des années la restriction de la taille légale des bois, de bonnes assises et surtout de bons résultats. Et cette semaine, à Rendez-vous Nature, le roi de nos rivières n'a pas un avenir aussi rose que sa chair. Le saumon vit des moments critiques avec des montaisons historiquement basses depuis 2 ans, le président de la Fédération québécoise du saumon atlantique, Normand Fizet. Ce serait une autre mortalité, lors des dévalaisons de saumonaux au printemps pour l'année 2022 et 2023. On n'a pas vu de grill, de madeleine de petits saumons, étant donné la haute mortalité de 2022. Pour ce qui est de l'an dernier, le fait qu'il y avait une absence aussi de grands saumons, c'est juste la suite de l'événement. Tous les chasseurs de cerfs ou presque sont inquiets pour le cheptel chevreuil qui traverse une saison hivernale très difficile sur le continent. Mais quelle est la situation du cerf meunier sur l'île d'Anticosti où les hivers sont carrément différents? Gaëtan Laprise est technicien de la faune de formation qui vit en permanence sur l'île depuis bientôt 40 ans. Dans le fond, ça se décide quasiment 12 mois auparavant. Le printemps, est-ce que la neige va fondre vite ou pas? Et ensuite, est-ce qu'on va avoir une bonne saison de végétation? L'été aussi, c'est-à-dire un été avec la pluie régulière, va produire beaucoup plus de nourriture parce que les chevreuils ont dépensé beaucoup d'énergie et doivent se refaire des réserves. Les trompes de chasse de Rallye Québec nous appellent aux nouvelles brèves de la semaine et autre grand succès, retentissant cette fois pour l'Encan de la faune qui a pris fin le 27 février dernier et qui a recueilli un montant impressionnant de 268 844 $. Et tous ces profits sont réinvestis dans le programme Pêche en herbe qui initie chaque année 20 000 jeunes à la pêche sportive. Et depuis sa création en 1997, ce programme a permis à plus de 370 000 jeunes de découvrir cette activité et de profiter de leur permis de pêche jusqu'à l'âge de 18 ans. Et à propos de la Fondation de la faune, celle-ci vient de créer un nouveau programme pour la conservation et la mise en valeur de la biodiversité en milieu forestier. Ce programme arrive à point pour soutenir le chevreuil qui, on va se le dire, mange dur cet hiver avec toute cette neige qui embourbe les serres dans leur ravage. Ce programme d'aide financière vise à améliorer la qualité des habitats fauniques, dont bien sûr celle du chevreuil, et à protéger des éléments essentiels à cette biodiversité. Alors donc,
donc, je lance un appel aux propriétaires de boisés privés. Les demandes de soutien pour l'année 2025 doivent être soumises à la Fondation d'ici le 15 avril. Et pour plus d'informations, bien, consultez la page et le programme sur le site web fondationdelafaune.qc.ca. Les ZEC de l'Est du Québec de la zone 2 attendent toujours la décision de Québec afin que la chasse de l'orignal en 2025 soit une saison restrictive et non pas permissive comme le prévoit le plan de gestion de l'espèce qui en sera cette dernière année d'application en 2025. Le ministre responsable de la faune, Benoît Charette, n'a pas encore bougé. Les ZEC souhaitent bien sûr que la saison de la chasse de l'orignal comporte aussi une chasse de la femelle avec permis spéciaux. Alors peut-être que le ministre Benoît Charette sera présent en fin de semaine au congrès de la Fédération québécoise des gestionnaires de ZEC. Peut-être qu'il va se commettre, il va peut-être en parler, rencontrer des gens comme le président de ZEC Québec, Guillaume Ouellette, qui donc insiste beaucoup pour continuer à protéger la ressource orignale pour vraiment en arriver à une chasse de qualité, puis non pas recommencer à se serrer la ceinture à chaque année. Et pendant ce temps, le braconnage des orignaux serait en augmentation dans le secteur de Kedgewick au Nouveau-Brunswick. C'est un territoire qui borne avec la réserve Rimouski, le club Le Chasseur et un peu donc la ZEC Owen, je pense aussi. Alors donc, où on constate que de plus en plus de carcasses d'orignaux sont retrouvées. Les autorités craignent que la venaison de ces bêtes serait revendue sur le marché noir. Le maire de Kedgewick, Éric Gagnon, raconte que des citoyens lui ont affirmé que les braconniers chassent les orignaux avec leur camionnette, en pick-up comme on dit, et c'est une pratique qui a aussi été observée récemment dans les réserves fauniques de Matane et de Rimouski, où le bal, si on peut dire, a duré quasiment 3 ans. On a même observé 2-3 pick-up chacun avec 2-3 orignaux dans chaque boîte. Alors le maire Gagnon, il s'inquiète avec raison de la survie du cheptel. Il craint que cette situation décime la population d'orignaux du secteur de Kedgewick au Nouveau-Brunswick et la chasse à l'orignal demeure pour lui une économie importante et ça fait partie bien sûr des us et coutumes de la municipalité de Kedgewick. Je m'arrête ici pour une courte pause et au retour, quel avenir attend le saumon atlantique dans nos rivières de l'Est du Québec où son déclin est solidement amorcé depuis les 2 dernières années. De retour après la pause, restez avec moi. Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information faunique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Saviez-vous que les ZEC ont été créés en 1978 dans le cadre de l'opération Faune du gouvernement provincial? Oui, un grand mouvement mis en place par le gouvernement de l'époque afin de redonner accès aux Québécois à 48 000 km² de territoire forestier. C'est grand 48 000 km². En fait, c'est plus grand que la Suisse. Alors ça vous laisse beaucoup d'espace pour vivre vos prochaines aventures. Mais comment de si vastes territoires sont-ils gérés pour assurer la mission des ZEC en matière d'accessibilité, de gestion des ressources fauniques et d'autofinancement des territoires? Le gouvernement provincial délègue la gestion de ces terres publiques à 63 organismes gestionnaires de ZEC, soit des OBNL, tout en imposant un cadre légal et des objectifs de gestion durable des ressources. Pour veiller au respect de cette mission, il faut s'appuyer sur un grand nombre de personnes. Le réseau des ZEC compte sur la participation active de ses membres, la précieuse aide de ses bénévoles, la collaboration des employés et des partenaires sur le terrain, ainsi que sur le savoir-faire des gestionnaires et du conseil d'administration de chacune des 63 ZEC de la province. Comme on dit, il y a du monde à la messe. Envie de vous impliquer dans la saine gestion des territoires fauniques? Contactez votre ZEC pour connaître toutes les possibilités d'engagement dans votre région. Le réseau ZEC. 63 ZEC, 12 régions. Chasseurs, procurez-vous le Buck Thorax, l'écarteur de cage thoracique pour animaux sauvages. Ce bâton télescopique 100% en acier inoxydable alimentaire favorise le refroidissement et la préservation de la venaison en toute sécurité. Ne commettez pas l'erreur de la contaminer avec une branche d'arbre. Conçu à Rimouski, fabriqué au Québec, écologique, facile à nettoyer, résistant et compact. Disponible chez tous les bons marchands. Détails au www.buck-thorax.com. L'essayer, c'est l'adopter.
Pour profiter pleinement des plaisirs de la chasse ou pour déjouer le poisson, les destinations de la CEPAC vous proposent de vastes secteurs exclusifs, des taux de succès élevés, des outils cartographiques de pointe et surtout du personnel qualifié et passionné. Aux quatre coins de la province, vous pourrez pratiquer votre activité préférée le temps d'une journée, lors d'un séjour en camping ou encore dans l'un de nos confortables chalets. Accédez au meilleur territoire de chasse et de pêche du Québec. Réservez votre séjour dès maintenant à cepac.com. Rendez-vous nature, une présentation du Réseau ZEC, le réseau à découvrir. Visitez le réseauzec.com. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous nature. Voici Ernie Wells. De retour à Rendez-vous nature, le saumon atlantique nage sérieusement en eau trouble dans nos rivières de l'Est du Québec, surtout depuis 2 ans, mais je dirais même en dehors de nos rivières de l'Est. Le déclin des montaisons des jeunes saumons de la relève est solidement amorcé depuis 2023. 2024, on a parlé même de montaisons historiquement basses. Et rien n'indique que la situation va se rétablir en 2025. Pour la Fédération québécoise pour le saumon atlantique, la FQSA, Québec doit imposer des actions afin d'assurer la pérennité du saumon, afin que tout revienne à la normale. Normand Fizet, le président de la Fédération québécoise pour le saumon atlantique, Normand Fizet, en 2024, non seulement les madeleinots, les jeunes saumons entre 2 et 4 kilos étaient encore plus rares qu'en 2023, mais même les montaisons des grands saumons, ceux qui passent au moins 2 ans en mer, ont diminué de 20 à 80%. En somme, c'est tous les segments de la population de saumon qui est en péril. Oui, bien, en fait, ce qu'il faut comprendre, puis notre conclusion, là, de l'ensemble des gens intéressés par la pérennité et la conservation du saumon atlantique, ce serait une autre mortalité, lors des dévalaisons de saumonaux au printemps pour l'année 2022 et 2023. Si on y va avec cette logique, c'est la raison pour laquelle, en 2023, on n'a pas vu de grill de madeleinots de petits saumons, étant donné la haute mortalité de 2022. Pour ce qui est de l'an dernier, le fait qu'il y avait une absence aussi de grands saumons, c'est juste la suite de l'événement. Là. C'est les 2 ans de mer qui composent généralement 80% des grands saumons sur nos rivières. Ben, naturellement, c'est la même cohorte de 2022 qui a eu un haut taux de mortalité. Fait que c'est pour ça que si on regarde 2023, c'est les madeleinots qui étaient pas au rendez-vous, tandis que l'année passée, ben, même chose, plus une majorité des grands saumons qui est les 2 ans de mer qui étaient pas au rendez-vous. Mais qu'est-ce qui devrait se passer pour 2025? 2025, écoutez, on ne sera pas d'accord. C'est sûr qu'au niveau des grands saumons, là, on parle des divers marins et des tribers marins qui sont quand même, pour bien comprendre, comme je viens de dire, 80% des grands saumons, ce sont des 2 ans de mer. Par contre, il y a quand même un pourcentage de 3 ans de mer et un plus petit pourcentage de 4 ans de mer. Mais là, cette année, on ne s'attend pas à avoir de 2 ans de mer ni de 3 ans de mer. Si on se fie à la logique là, des dernières années, puis de ce qu'on croit et le problème, en fait, de la mortalité lors de la dévalaison des saumonaux. Pour ce qui est des grilles, des petits saumons, ben on demande les doigts croisés qu'ils vont se présenter en masse. Parce que le problème présentement, c'est qu'on n'a pas mis le doigt sur la cause du déclin soudain et abrupt. On n'a pas trouvé encore c'est quoi. Mais avant d'aller là, donc si je suis un peu la logique puis la situation, ça veut dire qu'en 2025, donc la saison prochaine, le saumon va vraiment être, comme on dit, dans le creux de la vague, là. Exactement. Et de là notre cri d'alerte, si on veut, là, qui est de dire qu'il faut absolument porter des actions rapides dès ce printemps pour essayer de mettre le doigt sur la problématique qui est clairement en mer. Là. Mais ça, M. Fizet, moi, ça fait quelques années, disons, quelques décennies que je parle de saumon, puis que je parle de chasse et de pêche, puis
Les biologistes de tout temps, dès qu'il y avait une baisse ou une diminution des montaisons, le problème est en mer. Le problème est en mer. Le problème reste toujours en mer, mais les solutions sont pas évidentes. Là, vous demandez à Québec de prendre les moyens pour que tout redevienne à la normale, puis que ces moyens-là soient pris dès ce printemps. Mais le printemps, c'est bientôt, puis est-ce que le ministre Benoît Charest a répondu à vos demandes de faire quelque chose rapidement pour protéger la ressource? En fait, suite à une rencontre qui a été organisée justement par notre ministère le 21 février, il y a eu une table technique saumon où on a tablé. Il y avait l'ensemble des acteurs, là, pas juste des acteurs au Québec, mais des acteurs nord-américains qui faisaient partie de cette table technique-là. Suite à ça, notre ministère s'est engagé justement à accentuer en fait ses efforts sur ses recherches à compréhension de ce qui se passe en mer. Mais on va se le dire, la grande majorité de nos demandes qu'on a pour dès ce printemps, ça provient beaucoup plus du fédéral que du provincial. Quand on parle de l'intervention au niveau des pêcheries, au niveau du poisson-fourrage, de mettre des observateurs sur les bateaux pour savoir c'est quoi qui se passe, d'être en mesure de récupérer justement des prises accidentelles dans le but d'évaluer leur état de santé au niveau du détroit de Belle-Île, ça, c'est toutes des choses qui vont devoir passer par décret ministériel par la ministre là, du ministère des Pêches océanes. Oui, mais c'est pas demain la veille, là. C'est très long, ce genre de processus. S'il y a une volonté politique, c'est une décision. Et ça ne prend pas de changement réglementaire, c'est juste un décret ministériel. Il y a des phoques, puis ça, le phoque, on fait rien pour ça. Puis il me semble que ça, c'est une des principales causes. Un phoque mangerait un saumon par année, puis comme il y a 4 colonies de phoques, ça serait déjà trop. Puis ça, le ministère ou les intervenants ne semblent pas vraiment tenir compte de tous les dégâts, les dommages que font les phoques aux populations de saumon et à d'autres populations aussi. C'est clair que le phoque, c'est quelque chose qu'on suit de très près. Par contre, il faut comprendre une chose, puis ça, écoutez, ça fait... Le phoque et la prédation font nécessairement partie du problème. Par contre, moi, personnellement, puis ça, c'est mon opinion, j'ai une grande difficulté à expliquer un déclin abrupt et soudain de 2023-2024 basé sur la prédation qui, le phoque, on va se dire, ça fait 30 ans qu'il est en explosion dans l'Atlantique. J'ai de la misère à expliquer. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de majeur. Puis je dis pas que le phoque en fait pas partie. Puis vous avez raison, il faut absolument s'y attarder. La population de phoque est en explosion. Puis encore là, de ce que je comprends, c'est vraiment de juridiction fédérale. C'est sûr qu'il va falloir mettre beaucoup de pression au niveau du MPO pour qu'il y ait des actions à court terme qui soient prises là-dessus. Mais ceci étant dit, là où pour moi c'est important là, il faut faire attention qu'on tape pas sur le mauvais clou. On n'a pas beaucoup de temps pour réagir. Qu'est-ce qui se passe par rapport au saumon? Depuis quelques années, on a semblé mettre un peu le clou phoque de côté pour dire il n'y a pas de saumon en rivière parce que c'est le bas-rayé. Le bas-rayé, il y en a trop, c'est rendu. Il monte en rivière, il va se gaver à même les rivières, mais... Ça, moi, j'y crois pas parce qu'il reste que le ministère Pêche et Océan Canada, justement, en 2024, a sorti une évaluation scientifique disant qu'il y avait, du côté des géniteurs là, de la rivière Miramichi, là, qui est la plus grosse productrice de bar-rayés, là, les géniteurs étaient au nombre de 340 000 en 2024. C'était 200 000 de moins qu'en 2023. Puis en 2017, on comptait 1 million de géniteurs. Donc, même le bar-rayé aussi, il est en décroissance. Puis là, on peut pas dire que c'est le bar-rayé qui va se manger entre le bar-rayé, là. Non, c'est ça. Mais effectivement, là, le bar-rayé, ça fait quelques années que c'est le souffre-douleur en ce qui a trait au niveau des pêcheurs de saumon. Par contre, les biologistes sont pas du même avis. Puis même, je vais vous dire honnêtement, quand je regarde
les dévalaisons, même de l'année dernière, de nos rivières témoins, y compris, entre autres, la Matapédia, qui, on va se le dire, est probablement la rivière qui est témoin de présence de porcs rayés là, de façon importante. On a eu une dévalaison record de saumon l'année dernière. Fait que de dire que c'est le porc rayé qui est en train de décimer nos rivières au niveau des tacons, ben moi, je pense qu'on fait fausse route, là. Fait que ceci étant dit, mais là, la même chose pour les phoques. Puis je comprends qu'il faut absolument s'y attarder. C'est complexe. Le golfe, c'est énorme comme étendu. C'est sûr qu'on sait déjà que la population de phoques est en explosion. Oui. Mais de là à dire, j'ai de la difficulté à arriver à la conclusion que, je le répète, le déclin soudain et abrupt de 2023-2024 serait dû à de la prédation. Je pense qu'il y a autre chose de majeur qu'il faut absolument mettre le doigt dessus et rapidement. Mais est-ce que les scientifiques ont exploité peut-être la possibilité qu'il y ait des maladies en rivière qu'on ignorait jusqu'à présent? Ben, en fait, une des théories qu'il faut explorer, c'est, comme on sait, l'ensemble. Puis là, juste pour mettre en contexte un petit peu plus, là, il faut comprendre que le déclin là, sur lequel on échange présentement, c'est l'ensemble des rivières qui dévalent dans le golfe du Saint-Laurent. Les rivières qui ne dévalent pas dans le golfe du Saint-Laurent sont beaucoup moins affectées. Je m'explique. L'ensemble des saumonaux au printemps finit par converger presque en même temps, dans une période là, de 6 à 12 jours là, dans le détroit de Belle-Île. Fait qu'il y a clairement un rassemblement de l'ensemble des saumonaux, toutes rivières confondues, qui dévalent dans le golfe du Saint-Laurent à un moment très précis. On sait qu'il y a certaines rivières dont les smolts, les saumonaux, passent très près des cages d'aquaculture au niveau des maritimes. On sait qu'on n'a pas, nous, au Québec, l'aquaculture à filet ouvert, puis on continue de résister à ça. Mais on a quand même un nombre de rivières dont les saumonaux passent très près de ces cages-là, en sachant qu'il y a des maladies infectieuses comme l'anémie infectieuse du saumon, entre autres. Mais qui sait, là, il y a peut-être des maladies. On sait que l'aquaculture ne sont pas un grand livre ouvert quand il y a trait à déclarer là, des problématiques. Là. Puis, malheureusement, je dois dire que tant et aussi longtemps que le MPO va être responsable du saumon sauvage, des espèces aquatiques et de l'aquaculture, moi, j'y vois un conflit d'intérêts quand même important. Et puis, c'est sûr que la meilleure façon pour nous d'éliminer ou confirmer un problème de maladies contagieuses connues ou inconnues lors de ce grand rassemblement-là dans le détroit de Belle-Île, c'est de mettre la main sur des saumonaux au printemps. Ça, pour l'avoir déjà essayé, l'ASF, c'est très difficile. C'est pour ça qu'on veut s'attarder aux pêcheries de poissons-fourrage qui, on sait très bien qu'il y a certainement, même s'il n'y a pas de déclaration, ce qui est aussi problématique, il y a certainement des prises accidentelles et on sera en mesure de mettre la main sur du saumonaux afin d'en évaluer l'état de santé. Mais je vous dirais que la situation du saumon me fait penser par ricochet à la situation du caribou. Disons le caribou de la Gaspésie. Depuis 1978, que des gens du ministère, à ce moment-là, avaient produit un documentaire, La dernière chance du caribou. C'était en 1978. Puis là, à ce moment-là, il y avait 250 caribous sur les différentes montagnes de la Gaspésie. 50 ans plus tard, puis là, on est rendu à peu près 24-25 caribous. Fait que là, le saumon, c'est la même chose. On dit, oui, il faut faire quelque chose, oui, il faut intervenir, oui, il faut sensibiliser les députés, les ministres et tout. Mais pendant ce temps-là, le saumon, il n'y a personne qui s'en occupe vraiment, là. Exact. Non, puis je vous comprends. Mais ceci étant dit,
je peux pas. Oui, je sais. Je peux pas tirer cette conclusion-là. Ouais. Ça serait de baisser les bras, chose que j'ai pas l'intention de faire. Oui. Mais là, qu'est-ce qu'on dit aux saumoniers pour 2025? Vous remettez à l'eau toutes vos prises ou vous n'allez plus pêcher du tout? Parce que la remise à l'eau, quand il fait très chaud, ben, c'est pas non plus conseillé parce que le saumon est déjà épuisé. Et lorsqu'on le remet à l'eau, dans l'eau chaude, c'est pas ça qui va le revigorer. Vous dites quoi aux saumoniers pour 2025? Ben, 2025, ce qu'on dit, c'est naturellement, la seule chose qu'on peut faire en tant que saumonier, c'est s'assurer là, de maintenir, d'adopter, de maintenir des bonnes pratiques de remise à l'eau. Effectivement, notre recommandation, c'est une remise à l'eau intégrale pour la saison 2025. Le ministère devrait se prononcer sur les modalités de pêche dans les semaines qui viennent. Et puis, on croit que c'est cette approche qui est, on va se le dire, là, plutôt du côté précaution. On a hâte de voir si, justement, les petits saumons vont se présenter, mais même s'ils se présentent en nombre, on va dire, normal, entre guillemets, on recommanderait probablement de continuer une remise à l'eau intégrale parce qu'avec les 2 saisons qu'on vient de connaître, nous croyons que chaque saumon est important. Alors, c'est dans le but de rétablir un peu la situation. Mais pour le moment, on croit que ça va être une remise à l'eau intégrale sur l'ensemble des rivières au Québec. Ouais. Et puis, comme j'ai dit, pour ce qui est des périodes d'eau chaude, des périodes d'étiage, je pense que les pêcheurs se disciplinent eux-mêmes. Là, en étant un grand pêcheur de saumon moi-même, je le vois, là, il y a un déclin important là, des nombres de pêcheurs sur le bord des rivières quand on est en période d'étiage d'eau chaude. Et puis, l'autre chose, on va se le dire, c'est que la réalité, je comprends qu'il y en a qui au niveau des tirages au sort, qui ont prévu leurs vacances, et ainsi de suite. La réalité, dans une période d'eau chaude et d'eau basse, si les gens pêche de façon éthique, on va appeler ça de même. Ah oui. Le saumon, là, il est clairement pas preneur. Fait que il y a pas tant de remises à l'eau qui sont faites dans ces conditions-là. Puis avec toute la neige qui est tombée sur l'est du Québec cet hiver, puis sur les hautes montagnes de la Gaspésie, ben c'est pas l'eau qui va manquer. C'est pas l'eau qui devrait manquer dans les rivières le printemps puis durant l'été prochain. Alors donc, Normand Fiset, je vous remercie pour toutes ces informations. Je vous dis à une prochaine fois. Bonne chance. Ça me fait plaisir. Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Jusqu'en 1978, l'accès au territoire public pour la chasse et la pêche au Québec était réservé à des clubs privés, limitant ainsi l'égalité des chances pour tous les citoyens. En réponse, l'opération Gestion Faune a été lancée en 1977 avec pour mission de garantir une exploitation équitable et durable des ressources fauniques. Cette initiative visait à protéger la faune, à assurer l'accès à tous les Québécois et à encourager la participation des utilisateurs dans la gestion de ces ressources. En 1978, les ZEC ont vu le jour, avec une mission unique, gérer démocratiquement ces territoires publics par des associations sans but lucratif. Les bénéfices générés sont entièrement réinvestis dans la conservation et la valorisation des ressources fauniques au cœur de leur mission. Le réseau ZEC, c'est 48 000 km² de territoire forestier. À l'automne, c'est la chasse au petit gibier et au gros gibier, mais c'est aussi le petit manteau au bord du feu en fin de soirée. C'est aussi s'emmitoufler dans son sac de couchage après une longue journée à se promener dehors. C'est aussi la première gorgée de café le matin qui nous réchauffe l'intérieur alors qu'il ne fait que 2 degrés dehors. Mais comme on dit, et qu'on est bien dans le bois. Le réseau ZEC, 63 ZEC, 12 régions. Chasseurs,
Procurez-vous le Buck Thorax, l'écarteur de cage thoracique pour animaux sauvages. Ce bâton télescopique 100% en acier inoxydable alimentaire favorise le refroidissement et la préservation de la venaison en toute sécurité. Ne commettez pas l'erreur de la contaminer avec une branche d'arbre. Conçu à Rimouski, fabriqué au Québec, écologique, facile à nettoyer, résistant et compact. Disponible chez tous les bons marchands. Détails au www.buck-thorax.com. L'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous nature. Une présentation du Réseau ZEC, le réseau à découvrir. Visitez le réseauzec.com. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells. De retour à Rendez-vous Nature, l'Est du Québec, voire même une grande partie de la province, arrivera bien sûr au printemps le 20 mars comme tout le monde, mais après un des pires hivers des dernières décennies. En Gaspésie ou au Bas-Saint-Laurent, des hivers très rigoureux des années 90, on s'en rappellera, avaient entraîné un déclin majeur des populations de chevreuils. Il a même fallu un plan de nourrissage d'urgence pour sauver l'espèce jusqu'en 2008. Les chasseurs de cerfs sont inquiets actuellement parce que sur le continent, il y a quand même cette neige qui tombe, mais ils sont aussi pour Anticosti parce que on me disait que tous les forfaits pour l'île en 2025 étaient bookés, donc il y a des listes d'attente, ça affiche complet actuellement. C'est dommage dans les deux cas, tant sur le continent que sur Anticosti, parce que depuis 3 ans, on observait de plus en plus de chevreuils, puis même à l'île d'Anticosti cette année, en 2024, il s'est récolté 9400 quelques chevreuils, c'est un record absolu. Gaétan Laprise est technicien de la faune de formation, il vit en permanence depuis près de 40 ans dans le village de Port-Meunier sur l'île d'Anticosti. Il connaît les hivers et il connaît les chevreuils d'Henri Meunier. Gaétan Laprise, jusqu'en février, le cerf d'Anticosti me semblait ne pas trop connaître un hiver qui s'annonçait difficile pour lui, du moins pas très périlleux pour l'espèce. Est-ce que c'est un peu une bonne lecture qu'on peut en faire actuellement? Ah oui, c'est un hiver qui a commencé très facile. On a eu de la neige en fin novembre, mais elle a fondu sur la majorité de l'île, ce qui fait que le chevreuil a pu se nourrir au sol jusqu'en janvier, ce qui est une condition extrêmement positive. C'est un très bon départ là, pour l'hiver. OK, puis donc, en février et mars, habituellement, les précipitations de neige sont abondantes, du moins dans l'Est, mais le 6 mars dernier, là, il y a eu un relevé du taux d'enfoncement des cerfs dans la neige. Quelle est la situation au moment où on se parle? Effectivement, c'était facile. Il y avait peu de neige aller pratiquement jusqu'à la fin février. Il y en est tombé une bonne quantité. Puis ça a été handicapant parce que ça défonçait au fond. Ça, plus de 60-70 cm, ça défonçait au fond. Mais quelques jours après, des bonnes pluies, un redoux, puis tout de suite après, un gros refroidissement, ce qui fait que maintenant, il y a une croûte. Fait que la période où le chevreuil a été vraiment confiné a été relativement courte. Fait que finalement, on est retourné à des conditions, je dirais même positives là, à ce moment-ci. Oui, puis quand je vous entends parler, je constate que les conditions hivernales sur l'île d'Anticosti ne sont pas les mêmes que sur le continent, manifestement. Même s'il y a juste, si Anticosti est juste à 30 minutes de vol de Montjoly, ça diffère vraiment. Ah oui, non, c'est une autre situation. Même la rigueur de l'hiver, ça ne se compare pas à ce qui se passe sur le continent. Les conditions de neige d'abord sont différentes. On a un climat semi-maritime qui nous apporte des températures moins froides, un peu plus douces en hiver, et aussi qui joue sur la portance de la neige. Et on n'a pas les mêmes conditions, les mêmes quantités de neige qui tombent. Quand on entend ce qui tombe parfois dans le maritime ou par chez vous, souvent, on a seulement la moitié. On a des beaux hivers, là, mais c'est vraiment pas autant de neige. Donc, les impacts ne sont pas les mêmes, pas du tout, mais est-ce que les cerfs ravagent autant sur l'île que sur le continent? Parce qu'ici, sur le continent, on sait qu'ils se retrouvent dans leur quartier d'hiver. C'est déjà bien défini, bien précis. Sur l'île, c'est quoi? Il se tient plus au centre-sud de l'île? Il se tient à quel endroit exactement? Les principaux ravages, ce serait où? Ce qui est clair, c'est que des ravages en Anticosti,
il n'y en a pas. Tous les milieux forestiers, toutes les forêts, il y a des chevreuils. En densité très différente selon le milieu, mais aussitôt qu'il y a de la forêt, il y a des chevreuils. Donc, il n'y a pas de déplacement parce qu'il n'y en a pas vraiment de très belles forêts. Okay, les chevreuils, si l'abri est suffisant, vont rester où ils sont. Et la rigueur de l'hiver, dans le fond, ça se décide quasiment 12 mois auparavant. Le printemps, est-ce que la neige va fondre vite ou pas? Et ensuite, est-ce qu'on va avoir une bonne saison de végétation? L'été aussi, c'est-à-dire un été avec de la pluie régulière va produire beaucoup plus de nourriture parce que les chevreuils ont dépensé beaucoup d'énergie et doivent se refaire des réserves. Puis l'automne, ben là, même chose, j'ai échangé avec François Potvin dernièrement qui me disait comment les agriculteurs savent quand ils ont des animaux au champ qu'un début d'automne sec, les animaux vont être en moins bonne forme. Ben pour le chevreuil, c'est pareil. Si ça donne qu'en août, en septembre, il n'y a pas de pluie, ben ça fait baisser la qualité de l'alimentation et ils en ont besoin pour faire leur réserve de gras. Après ça, la date à laquelle la neige va arriver est très importante. J'ai vu des fois de la neige arriver à début novembre, là, puis rester au sol, alors que la date normale, c'est plutôt 1er de décembre. Cette année, on est bien après ça, c'est positif. Et après ça, et là, c'est une autre affaire bizarre dans l'Anticosti, c'est mieux d'avoir un hiver avec plus de neige portante que peu de neige, à durée égale, pour une durée d'hiver égale, là, qui finit à la même date. Bien, c'est mieux quand il y a plus de neige. Parce que, vu que le chevreuil a très peu à manger, bien, avec plus haut, il peut se rendre à plus de branches et se nourrir. Fait que dans le fond, tant qu'à caler dans la neige, t'es aussi bien de le faire à 1 mètre de haut qu'à 50 cm. C'est un peu ça. Oui, à ce moment-là, lorsqu'il y a une bonne croûte, comme on dit, ben le chevreuil peut accéder à des nouvelles sources de nourriture qui jusque-là lui étaient carrément inaccessibles. Mais je disais que depuis les 3 dernières années, vraiment, Dame Nature était du côté des chevreuils, tant sur le continent que sur Anticosti. Puis l'an passé, entre autres, on a connu un printemps qui était très, très hâtif. Et là, vous allez comme technicien de la faune, vous allez peut-être me fournir l'explication, et sûrement, on me disait que, d'abord, on remarque que de plus en plus, on voit des cerfs qui sont bien, bien panachés, là, même un peu exceptionnels pour l'île d'Anticosti. Puis apparemment que c'est parce que les chevreuils mâles matures ont accès plus tôt à des sources de nourriture, donc à de l'herbe plus fraîche, qui lui fournissent les protéines, si je peux dire, qui vont alimenter donc la croissance des bois. Est-ce que je suis dedans ou je suis en dehors de la trail? Oui et non, okay. C'est jamais simple. Mais effectivement, il y a plusieurs travaux qui montrent que à poids égal, les bois de chevreuil d'Anticosti sont plus gros et font plus rapidement. François Potvin avait fait quoi il y a très longtemps là-dessus? Ils forment plus rapidement des 8 pointes, même quand ils sont plus petits. Puis j'ai vu que dans d'autres travaux d'Anna qui disaient qu'en très forte densité, les bois des chevreuils Anticosti étaient plus gros. En tout cas, ils ont vraiment un comportement en dehors de la norme. Puis, bien entendu, l'alimentation, la qualité de l'alimentation, comme je disais tantôt, la qualité des saisons de production végétale, c'est hyper important. Mais dans le fond, tu as raison, le chevreuil d'Anticosti va avoir des réponses en dehors des normes. C'est assez spécial. Oui, mais il y a une autre légende forestière qui est propre à l'île aussi. On me disait que si on voit souvent des bocs là, avec vraiment des couronnes exceptionnelles, ce serait peut-être des chevreuils mâles qui seraient restés emprisonnés à l'intérieur des exclos. Et là, il y aurait eu la belle vie. Finalement, il aurait pu se nourrir, puis sans problème de prédation par la chasse. Et lorsque les barrières, les clôtures ont tombé, ben là, c'est là qu'on voit ces cerfs qui, finalement, se font récolter. Donc, c'est parce que c'est leur isolation à l'intérieur des exclos qui leur aurait permis d'atteindre une croissance des bois exceptionnelle. Écoute, je dis, les chevreuils, les bocs d'Anticosti produisent des plus gros panaches, entre guillemets, à temps égal, ou même quand ils sont plus petits. Et on a vu dans les exclos le gain de poids en 2, 3, 4 ans, c'est hallucinant. Là, ça ne double pas de poids, mais pas loin. Fait que couple les deux,
plus une génétique, etc., etc. Ça n'a pas été long, ça a pris 3-4 ans. On a vu des panaches records dans les éclos. Le potentiel est là et en plus, les bêtes ont développé une capacité, une flexibilité à faire plus avec moins. Fait que là, quand tu leur en donnes beaucoup, ben, tu as des résultats assez extraordinaires. Puis effectivement, les éclos qui sont démantelés sont devenus des secteurs de chasse recherchés. Je pense, oui. Puis tout à l'heure, vous l'avez dit, les impacts de l'hiver ne sont pas les mêmes sur l'île que sur le continent. Mais ce qui diffère aussi de beaucoup les deux espèces, c'est que sur Anticosti, sauf l'homme, il n'y a pas aucune forme de prédation. Il n'y a pas de prédateurs, il y a pas les chevreuils ne sont pas dérangés durant l'hiver. Il n'y a pas de braconnage non plus. Non. Écoute, le mot, tu le dis, le paramètre le plus important d'Anticosti, c'est dérangement. L'hiver, il n'y a pas de dérangement. Il n'y a pas de prédateurs, il n'y a pas de motoneige. On parle de l'ensemble de l'île, à part un petit rayon autour du village. Pas de motoneige, il n'y a pas de présence humaine, il n'y a pas de chien, il n'y a rien qui le dérange. Il faut penser que les chevreuils, partout au Québec où l'hiver est dur, sont en situation précaire. Si l'hiver va bien, c'est beau, la mortalité est très basse, mais si l'hiver est difficile, comme ça pourrait être le cas présentement dans certaines régions du Québec, les chevreuils sont au nord de leur distribution, sont en situation précaire. Ils ont besoin de toute leur énergie, de toutes leurs réserves. Un chien qui court des chevreuils, un coyote, un loup, des motoneiges qui passent. Écoute, même un raquetteur qui passe, puis il va partir un chevreuil à la course. Mais ce chevreuil-là, Anticosti, il n'a jamais besoin de courir. Parce qu'il n'y a personne qui passe en raquette, il n'y a pas de coyote, il n'y a pas de motoneige. Et ça, c'est le maître mot, parce que d'un autre côté, le chevreuil Anticosti, l'hiver, il n'y a rien à manger. Ouais. Le monde me demande, qu'est-ce qu'il mange l'hiver? Il mange de la misère, qu'est-ce que tu fais? À peu près rien. Je dis aux gens, quand tu te promènes l'été en forêt, là, mets 1 mètre de neige d'épais, puis regarde qu'est-ce qu'il y a d'accessible. Et il n'y a vraiment pas grand-chose, là. C'est minime. Ce qui fait que, déjà en 80, Jean Huot concluait que le chevreuil Anticosti, pour survivre d'abord et avant tout, il doit avoir d'excellentes réserves de gras, puis ensuite, les économiser. Les économiser, ça veut dire quoi? Pas bouger quand tu n'as pas besoin. Il y a de la neige épaisse, tu restes là, tu fais une toute petite virée au lieu de faire une longue marche. Si tu as de la croûte, là, tu recherches tous les arbres qui viennent de tomber, les branches qui sont accessibles, le lichen, puis les petits bouts de branches qui traînent sur la neige. Ils sont d'une efficacité pour économiser leur énergie, là. C'est des tops là-dedans, les chevreuils d'Anticosti. C'est ce qui a assuré leur survie. C'est comme ça qu'on se ramasse avec des densités extrêmement élevées. Oui. Et c'est vraiment ça, c'est l'absence de dérangement pendant l'hiver. Mais à part de manger de la misère, comme vous dites, là, il doit réussir quand même à se mettre quelques brindilles sous la dent. Qu'est-ce qu'il mange essentiellement? Les branches des arbres accessibles, ce qui est très peu. Ouais. Les feuillus en dehors des éclos, il n'y en a pas, ils les ont fait disparaître, c'est donc les branches de sapin. L'épinette, qui est de très, 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 très mauvaise qualité, mais il faut qu'il en mange. Un ruminant, son problème, les ruminants, c'est qu'il faut que les estomacs soient pleins tout le temps, parce que ils ont des bactéries qui sous-contractent la digestion, puis il faut qu'ils lui donnent de quoi à faire. Fait que même si c'est pas très intéressant, comme même du sapin, c'est pas très, très nourrissant, de l'épinette et autres, ils survivent beaucoup sur ce qu'on appelle la pluie de lichen et de ramilles. Là, à chaque fois qu'il y a des gros vents, puis en question de en masse, les petits bouts de branches, le lichen qui tombe, ça, c'est clair que c'est important dans leur alimentation. Mais ils survivent sur leur réserve de gras en économisant, probablement, il n'y a pas eu de travaux là-dessus, mais probablement en baissant leur métabolisme, ça ne serait pas étonnant, en attendant le printemps. C'est à peu près ça. Ce qu'ils font l'hiver, eux autres, là, c'est... Puis j'ai vu, dans des périodes de très grand froid, les bêtes bougent un strict minimum. Probablement qu'ils restent pendant 24-36 heures immobiles parce que ça dépense trop d'énergie de bouger pour pas de gain. Ça fait déjà quelques recherches là, avancées qui nous disent que c'est étonnant,
mais le chevreuil Anticosti réussit à vivre avec moins que le minimum requis. On dirait que ça n'a pas de logique, mais c'est ce qui a été mesuré. Ça a commencé dans les années 70, Monique Boulet, c'est ce qu'elle disait. Elle disait, ça n'a pas d'allure. Ce que je mesure, elle mesurait l'activité des chevreuils en hiver et leur prise de nourriture. Elle disait, ben non, il y a une déficience, il y a un débalancement, c'est négatif, là, la part d'énergie de leur nourriture. Si vous aviez à dire quelque chose aux chasseurs qui rêvent là, depuis longtemps d'aller sur l'île l'automne 2025, leur forfait est payé, ils ont hâte d'y aller. Si la condition de chasse, de temps se maintient comme celle-là, est-ce qu'il y a espoir de faire de très bonnes chasses encore cette année, comme en 2024? À tous les fois que j'ai fait des prévisions, je l'ai regretté parce que c'est plus facile de... Des fois, j'ai de la misère à prédire le passé, ça fait que le futur est tout le temps plus compliqué. Ouais. Écoute, on n'est pas parti pour une mortalité massive cet hiver. OK. Mais c'est vraiment au printemps que ça va se décider. Parce que effectivement, à l'automne dernier, les chevreuils avaient moins de gras. Ça, c'est un des critères importants. C'est un des paramètres très importants, la quantité de gras. Ouais. L'autre, c'est l'arrivée de la neige, qui est positif, elle est arrivée tard. L'autre important, l'arrivée du printemps. Puis ça, bon, ben désolé, mais on ne le saura pas. Même si on a beaucoup de neige, elle peut partir très, très vite. On l'a vu souvent. Ouais. Fait que c'est vraiment... Si le printemps, c'est-à-dire si la neige disparaît du sol début mai, ça, on est dans les normes, puis il va y avoir un bon taux de survie. Si ça traîne plus, là, il va y avoir de la mortalité. Si c'est avant, ça va être encore plus haut comme survie. Un dans l'autre, vu qu'on part avec quand même un niveau élevé de population. C'est ça, oui. Normalement, la densité à l'automne prochain devrait être de bonne à excellente. OK. Vu qu'on n'est pas parti pour un hiver record en termes de difficulté, c'est plutôt au moins moyen, mais probablement positif. Ouais. Alors, chose certaine, il y a de l'espoir de faire d'aussi bonnes récoltes qu'au cours des 3-4 dernières années. Mais maintenant, j'aimerais parler à Gaétan Laprise, écrivain, parce que selon mes informations, oui, vous êtes un technicien de la faune de formation, vous vivez sur Anticosti depuis bientôt 40 ans, vous êtes aussi un photographe aguerri depuis une 50aine d'années, vous avez même ajouté le drone à vos prises de vue, puis là, vous entrez directement au cœur de l'île d'Anticosti. Au fil des ans, vous êtes devenu un spécialiste de la faune d'Anticosti, vous connaissez les habitudes des cerfs, des saumons, des truites, des renards et des oiseaux de l'île, et tout ça, vous allez quand même partager, mais surtout le chevreuil, vos connaissances que vous avez acquises depuis toutes ces années, puis aussi des photographies, puis donc vous êtes en rédaction d'un livre qui va porter essentiellement sur le chevreuil d'Anticosti. Et d'ailleurs, je me qualifierais de grand généraliste. En fait, c'est justement pas le spécialiste pointu, mais plutôt le généraliste. C'est correct. Parce que, écoute, j'ai eu l'immense chance de travailler en Anticosti. Je continue d'y demeurer, effectivement, de photographier le chevreuil et le chasser aussi, de voir comment il fait partie de notre vie. Ah oui. Et de participer. Comme je dis souvent, moi, j'ai la chance de connaître aussi bien les meilleurs guides de chasse que les meilleurs scientifiques, les meilleurs chercheurs dans le domaine. J'ai travaillé avec les meilleurs gestionnaires et je participe encore à de la chasse parmi les meilleurs chasseurs que je connais. J'en apprends beaucoup. Je ne me considère pas comme un chasseur de haut niveau, mais à fréquenter des bons comme ça, j'en apprends quand même. Là, c'est déjà ça. Qu'est-ce que vous allez nous apprendre dans ce livre? Tout sur le chevreuil. OK. Ça commence avec pas l'arrivée, mais la naissance du chevreuil en Amérique. Le cerf de Virginie, c'est né en Amérique. Ça n'a pas déménagé de l'Europe comme l'orignal ou par le nord, par le caribou. Non, il est né en Amérique. Et aujourd'hui, puis a évolué en Amérique depuis longtemps, presque 2 millions d'années. Il a été très important, par exemple, à l'arrivée des Européens, puis bien avant ça, aux Autochtones qui vivaient partout. Ça fait depuis longtemps qu'il nourrit du monde, là. Puis il est présent dans l'est d'Anticosti, dans le centre en Alberta, jusqu'en Amérique du Sud, en Colombie, au Pérou. Et après ça, en faisant un peu l'histoire et la biologie, les caractéristiques,
J'en arrive en Anticosti, puis ça aide à expliquer pourquoi son introduction, les résultats de son introduction à Anticosti ont été si spectaculaires. Quel impact il y a eu sur l'île, sur le milieu, mais sur d'autres espèces animales aussi. Ouais. L'ours, la martre, l'orignal. Ouais. Je parle de la gestion de la chasse en Anticosti, des exclos, qui a été ma job principale pendant une vingtaine d'années. Mm-hmm. Je fais le tour des recherches. Je me suis retapé la lecture de à peu près tous les mémoires de doctorat, de maîtrise qui ont eu lieu en Anticosti. Extrêmement intéressant. J'essaie de transmettre ça comme information. Et je veux terminer aussi avec des histoires de chevreuils. Comment ça fait partie de la vie du monde qui habite, qui vient d'Anticosti depuis longtemps, qui le visite. Le chevreuil, ça fait partie de nos vies, c'est tellement omniprésent, c'est très intéressant. Sa naissance en Amérique à son introduction à Anticosti, mais bon, on va garder ça comme une belle histoire de chevreuil qui a tellement changé nos vies. J'ai contacté les amis qui sont chercheurs à la retraite ou pas. Oui. Je parlais de François Potvin, qui était notre chercheur au ministère, avec qui j'ai commencé à travailler en 1983 jusqu'à sa retraite. Jean Huot, je pense que vous l'avez eu en entrevue. Oui. Jean Huot, oui. Récipiendaire du prix Arfan, qui est chef département de bio de l'Université Laval. Oui. Il a fait son doctorat en Anticosti. Il fait partie des gens, quand j'ai des questions dont je trouve pas la réponse, j'envoie un mot, ils sont extrêmement généreux, c'est des pages d'explications, fait que j'espère ne pas mettre trop de conneries dans ce livre-là. Et j'ai demandé à d'excellents photographes aussi, comme René Bourque. René, écoute, il a commenté comme guide en Anticosti, je pense que c'est en 1976. Oui, il fait des photos absolument. C'est les plus belles photos d'Anticosti qui existent. Un autre ami à Port-Meunier, Eric, qui va embarquer aussi, qui va me fournir des photos, plus les miennes. Fait que j'espère bien terminer très bientôt le manuscrit. Okay. Ensuite, de la révision, de la correction, puis on va commencer à regarder pour l'édition. C'est ça le problème avec les retraités, ils n'ont pas de deadline, fait que je ne sais pas encore quand ça va être disponible, mais ça s'en vient. En tout cas, moi j'ai très hâte de lire ça. J'ai hâte d'avoir ça entre les mains. Puis j'imagine qu'il va y avoir des photos extraordinaires parce que celle du livre de Mathieu Robert Sauvé, c'est vous qui avez collaboré en majeure partie pour les photos. Puis c'est exceptionnel comme photo. Alors, donc, Gaétan Laprise, anticostien d'adoption, technicien de la faune de formation et maintenant écrivain. Merci pour toutes ces informations sur la situation du cerf et aussi votre projet d'écriture. Puis j'espère avoir l'occasion de consulter cet ouvrage très bientôt, peut-être d'ici un an. Alors merci et puis au plaisir. Au plaisir de se reparler, Ernie. Salutations. Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Pour profiter pleinement des plaisirs de la chasse ou pour déjouer le poisson, les destinations de la CEPAC vous proposent de vastes secteurs exclusifs, des taux de succès élevés, des outils cartographiques de pointe et surtout du personnel qualifié et passionné. Aux quatre coins de la province, vous pourrez pratiquer votre activité préférée le temps d'une journée, lors d'un séjour en camping ou encore dans l'un de nos confortables chalets. Accédez au meilleur territoire de chasse et de pêche du Québec. Réservez votre séjour dès maintenant à cepac.com. Rendez-vous Nature, une présentation du Réseau ZEC, le réseau à découvrir. Visitez le réseauzec.com. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells. Et voilà, c'est ainsi que j'ai vu préparer pour vous cette émission Rendez-vous Nature de cette semaine qui nous rapproche du beau temps encore une fois. Et le jeudi 20 mars, nous allons célébrer l'équinoxe du printemps qui marquera la fin de l'hiver 2024-2025.
Et pour juste un dernier mot sur Anticosti, bien, les chasseurs ont prélevé cette année un record absolu de 9399 chevreuils à l'automne 2024, dont 2244 femelles, 6365 mâles matures. Mâle matures, ça c'est avec un panache, et 790 veaux. Preuve que le cheptel chevreuil était en forte croissance depuis 3 ans. Le taux de succès a été de 1,86 cerfs par chasseur, en augmentation depuis 2019, alors que le succès était seulement de 1,66 cerfs par chasseur. Chaque amateur a vu une moyenne de 13 cerfs par jour, le double de 2019, alors qu'on envoyait uniquement 6 cerfs au quotidien. Et même si on est en hiver, bien, c'est le temps de réserver pour la pêche à la journée pour 2025 dans le réseau de la CEPAC. Pêcher juste un jour, c'est possible. Pas besoin de louer un chalet et la CEPAC propose 500 lacs exclusivement à louer à la pêche quotidienne. Alors que vous soyez de passage dans une région ou simplement pour agrémenter un séjour de villégiature, bien, ça prend juste un droit d'accès. Et il est aussi possible de pêcher le saumon, mais le temps d'une journée aussi sur la rivière Madeleine en Gaspésie, ça c'est nouveau du côté de la CEPAC. Et les réservations pour la saison 2025 débuteront le 19 mars à 9h. Et dans tous les cas, on peut réserver et obtenir des informations par téléphone au 1-800-665-6527. Et je rappelle aussi qu'on peut entendre et réentendre cette émission sur rendez-vous-nature.ca, le journal lesoir.ca Rimouski, sur Balado Québec. Ici Ernie Wells qui vous dit de faire attention à vous et à vos proches. Bon début du printemps et à la semaine prochaine pour un autre Rendez-vous Nature. Rendez-vous Nature, une présentation du Réseau ZEC, le réseau à découvrir. Visitez lereseauzec.com. Poursuivez l'aventure Rendez-vous sur le web en consultant nos nouvelles au rendez-vous-nature.ca, à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec.